Notre invité ce matin, Anne Hidalgo, bonjour. Bonjour. Évidemment, nous allons parler d'Irma. Bien sûr. Irma, Paris solidaire, j'imagine, de Saint-Barthélemy et Saint-Martin. Comment? Bien sûr. D'abord, vous savez, Paris est une ville domienne. On a vraiment une proportion très importante de la population parisienne et francilienne qui vient des DOM. Rien qu'à la ville de Paris, c'est 5000 agents fonctionnaires au service des Parisiens qui sont des Domiens. Donc il y a une relation très forte entre nous. On va organiser la solidarité. On va bien sûr acheminer des moyens financiers. Je pense que la ville va faire un effort financier. Bien sûr, on le fait dans toutes les situations d'urgence. C'est déjà chiffré. Pas encore. On va y travailler ce matin, et puis bien sûr prendre contact avec les collectivités avec lesquelles nous travaillons, la Guadeloupe, puisque je pense que beaucoup va s'organiser autour de la Guadeloupe, discuter avec Victorin Lurel et d'autres collègues de l'aide qui leur sera nécessaire. Mais bien sûr, c'est un phénomène impressionnant. Le bilan, on ne l'a pas encore, mais on peut bien sûr s'attendre à encore pire que ce qui a été annoncé. Donc j'ai une pensée très très forte pour toutes les personnes aujourd'hui impliquées dans cet Alors événement. L'intensité de cet ouragan, on a mesuré, surtout les habitants de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, on peut mesurer l'intensité de cet ouragan, amplifier cette intensité par le réchauffement climatique. Tous les climatologues le disent et le répètent. Il y a donc des urgences, Anne Hidalgo. Est-ce que ce sont ces urgences-là qui vous incitent à changer tous les plans de circulation, de mobilité d'une ville comme Paris? Bien sûr, vous savez, cette urgence climatique, aujourd'hui, plus personne ne peut la nier. D'ailleurs, elle a fait quand même l'unanimité quasiment lorsque il y a eu l'accord de Paris sur le climat. Il y a un volet de l'accord de Paris sur le climat qui est très important, qui est l'adaptation de nos villes, de nos territoires au changement climatique. Parce qu'il est engagé, ce changement climatique. On peut freiner, et il faut freiner l'élévation des températures qui produit, par exemple, des phénomènes comme ce cyclone. Ça existait déjà, la saison des cyclones. C'est l'intensité qui change. Mais c'est l'intensité qui change. Dans une ville comme Paris ou sur notre région parisienne, on peut s'attendre, en tous les cas les prévisions, c'est qu'il y ait par exemple des crues, des intempéries qui amènent à des crues comme celles qu'on avait connues l'année dernière en juin, c'est-à-dire à un moment qui n'est pas du tout la période des crues. On peut s'attendre aussi, comme le disent un certain nombre d'experts, à des élévations de température, 50 degrés attendus dans les pics de canicule à Paris dans les 30 ans qui viennent. Et vous croyez qu'il faudrait rien faire? Qu'il faudrait se dire, oh là là, moi je préserve mes petits intérêts, les petits lobbies de ceci ou de cela, et je ne bouge pas. C'est ce que font tous ceux qui s'opposent, par exemple, à votre plan vélo? Oui, d'une certaine façon, en tous les cas. Ils préservent leurs petits intérêts, leurs petits lobbies. Il y a plusieurs catégories là-dedans. L'artisan, quand même, ne préserve pas ses petits intérêts. L'artisan qui vient travailler à Paris, qui est confronté aux embouteillages. Et d'ailleurs, on travaille avec lui, et c'est pas lui qui s'exprime le plus sur les ondes. Il y a plusieurs groupes là entre la fachosphère, les réacs, néo-réacs, les gros machos et certains qui viennent par de la République en marche, les Aurore Berger ou autres. Je m'attendais à autre chose de leur part, pour tout vous dire, et je pensais qu'ils avaient une vision du futur un peu plus éclairée que ça. Mais par exemple, bien sûr, vous avez raison, changer de comportement, c'est pas facile, c'est pas simple. Se dire, je fonctionnais de cette façon-là et là je dois changer, ça demande bien sûr des efforts, et nous ce que nous faisons, c'est cet accompagnement. Vous parliez des artisans. Avec les artisans, nous avons travaillé sur plusieurs aspects. D'abord, les aider financièrement à pouvoir changer de véhicule pour aller vers des véhicules propres. Ça marche. Nous avons travaillé aussi avec, par exemple, Rungis. Vous savez, Rungis, c'est le ventre de Paris. Nous avons tout un travail avec le patron de Rungis et avec tous les artisans qui viennent se servir à Rungis, notamment alimentaire, pour justement acheminer les 7 km de Rungis au cœur de la capitale, faire en sorte qu'ils soient faits avec des véhicules propres. Donc, favoriser, pousser à des mobilités propres. Mais je veux juste vous dire un truc. Allez-y. C'est que je pense que nos concitoyens, les citoyens, sont beaucoup plus éclairés, souvent, parfois, que des politiques ou des petits groupes qui essayent d'exploiter des situations. Aujourd'hui, à Paris, il n'y a qu'un Parisien sur 10 qui se rend à son travail en voiture. Un Parisien sur 10. Dans la
la métropole de Paris, il n'y a que 3 habitants de cette métropole sur 10 qui se rendent à leur travail en voiture. Tous les autres prennent déjà ou les transports en commun, la marche à pied, ou le vélo. Qu'il faut améliorer. Voilà. Et là, je suis solidaire d'eux, parce qu'on ne parle pas du plus grand nombre quand on fait cet écho aussi fort aux remarques, voire aux polémiques d'un certain nombre d'automobilistes. Ceux qui sont les plus nombreux aujourd'hui et pour lesquels il faut engager un travail, c'est ceux qui prennent les transports en commun et améliorer les transports en commun. Et ça, moi je m'y emploie, mais c'est la compétence de la région. C'est la compétence de la région. Bien. La ville de Paris met beaucoup de moyens pour améliorer Anne Hidalgo, cela. Concorde-Bastille, 23 minutes aujourd'hui, 12 minutes il y a un an. Oui, en voiture. Donc embouteillage un supplémentaire. Non, parce que vous savez, on a fait les chiffres. Non, parce que plus vous mettez de la voirie pour les voitures, plus il y a de voitures. Ça, c'est un élément qui est assez bien vérifié. Aujourd'hui, nous avons, en gros, depuis 10 ans, moins 30% de circulation automobile à Paris. Moins 30% de pollution aussi à Paris. Parce que c'est un effort sur le long terme. On a démarré cette politique-là en 2001 avec des accélérations. Et c'est vrai que ce que nous sommes en train de rattraper, par exemple, sur la question du vélo, c'est le retard pris par Paris. Mais 2020, 1400 km de voies cyclables, vous atteindrez l'objectif ? Bien sûr, on va l'atteindre. Pourquoi c'était difficile de l'atteindre ? Parce que le maire de Paris n'avait pas le pouvoir d'agir sur sa voirie. Oui, les défenseurs du vélo à Paris trouvent que vous n'allez pas assez vite. Absolument. D'un autre côté. Voilà, absolument. Mais parce que je n'avais pas le pouvoir d'agir sur la voirie. La loi me permet aujourd'hui d'agir. Et donc, bien sûr qu'on va le faire. Et je veux dire, parce que ça ne se dit pas suffisamment, mais ce plan vélo dont certains disent que c'est brutal, que ça serait sans dur, concertation. Je pense qu'il y a un petit côté macho. Quand une femme exerce l'autorité, c'est vrai que tous mes prédécesseurs étaient des petits chatons dociles. Ça se sait bien. Mais bon, bref, il y a eu un vote unanime du Conseil de Paris. Unanime, mais pas sur une intention, sur un plan, sur un calendrier. 2015, et tous les élus de droite, de gauche, du centre ont tous voté pour. Alors, je m'étonne parfois d'en entendre certains expliquer que tout cela, bien sûr, dans le temps, c'est ce qu'il faudrait faire, mais pas tout de suite. J'espère qu'ils ne votent pas les yeux fermés. Mais vous poussez le vélo, Anne Hidalgo, mais alors pourquoi l'abonnement des Vélib va-t-il augmenter ? D'abord, je pousse le vélo et je reviendrai sur les transports en commun parce que très vite, parce c'est qu'après très je voudrais important. parler des Jeux Olympiques. Nous allons mettre à partir du 1er janvier avec Patrick Ollier, parce que ce travail-là on le fait à l'échelle de la métropole. De la métropole. Pas que Paris toute seule. On va mettre en place les nouveaux Vélib, dont 30% seront électriques. Et donc c'est pour accompagner aussi ce service. Je veux vous dire aussi une chose. Qui viennent de Saint-Gély-du-Fès, que je voudrais le rappeler au passage, dans l'Hérault. Voilà. Je veux aussi dire une chose qu'on ne sait pas assez, parce qu'on me dit, mais pourquoi pas des parkings relais ? Au mois de mai dernier, mon adjoint, Christophe Najowski, a écrit à la présidente de la région en proposant, il y a aujourd'hui aux portes de Paris 8000 places de parking non occupées. Et nous avons proposé à la présidente de la région, dans un courrier, je tiens à votre disposition, au mois de mai, de pouvoir mobiliser ces places de parking pour des parkings relais, pour permettre à celles et ceux qui ont besoin de laisser leur voiture à l'extérieur de Paris pour prendre après tous les autres moyens de transport, de pouvoir le faire. Voilà, il faut aussi remettre les choses au bon endroit, dans la bonne responsabilité. Je suis très heureuse d'engager ce mouvement, parce que c'est un mouvement important, et je suis soucieuse d'accompagner ceux qui ont besoin d'être accompagnés, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de leur voiture pour circuler à Paris. Jeudi prochain, Paris sera officiellement la ville organisatrice des Jeux Olympiques de 2024. Oui, c'est fait. J'espère. Non, arrêtez, ne me dites pas j'espère, vous savez très bien. C'est décidé. Ce qui est décidé, c'est, puisque le CIO a décidé cela, au mois de juillet, d'attribuer 2024 et 2028. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que Los Angeles est d'accord avec 2028 et que nous présentons 2024. Oui, un accord d'ailleurs sera signé ce week-end, vous confirmez ? Absolument, il y aura un accord entre le CIO, Paris et Los Angeles. Absolument. Donc ce week-end, ce sera officiel, avant la date vraiment officielle de jeudi prochain. Vous voulez anticiper le moment du bonheur, mais vous le vivrez, ce moment de bonheur. Mais vous le vivez déjà. Bien sûr. Vous savez que les Jeux de 2024
auront lieu à Paris. Je sais que nous allons pouvoir les organiser à Paris et que vraiment, ça a été une campagne extraordinaire avec Tony Estanguet, avec toute l'équipe, avec toute la France. C'est une victoire de Paris, mais au service de toute la France. Vous serez toujours maire en 2024 ? Je ne sais pas, ça c'est les Parisiens qui le décideront, mais ça serait mon plus grand rêve. Ça serait mon plus grand rêve. Donc vous représenterez. Je l'espère, mais vous savez, on est encore un peu loin de l'échéance. J'annonce pas ma candidature aujourd'hui, Jean-Jacques Baudin, mais Anne Hidalgo, vous espérez être maire en 2024, ça veut dire que vous vous représenterez. J'espère pouvoir être maire en 2024. Cette ville, je le dis souvent, elle m'habite autant que je l'habite. Donc voilà, pour moi. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron ne vous accompagnait-il pas à Lima ? D'abord, vous lui avez demandé de rester à Paris Non, non, pas du tout. D'abord, je dis ça comme ça. D'abord, il a vraiment joué son rôle. Il a été, d'ailleurs, ça coïncidait avec l'arrivée de la commission d'évaluation des Jeux en mai dernier, quand il a été investi, intronisé. Il a reçu la commission d'évaluation. Il est venu avec nous à Lausanne, qui a été un moment clé quand même. Lausanne, c'est là que les choses se sont vraiment dénouées. C'est lui qui a fait basculer Vous savez, c'est un travail d'équipe, il a joué son rôle et c'est très bien. Mais je pense que quand même, s'il n'y avait pas eu le boulot qu'avait fait Tony, qu'on a fait, ça a été une campagne incroyable. On a pris l'avion, partir 48 heures. Oui, la coprésidence, parce qu'il ne faut pas oublier le coprésident aussi. Le coprésident Bernard Lapassé. Bernard Lapassé, que je n'oublie pas. Et puis vous savez, on a aussi toutes les entreprises, les partenaires, les citoyens, le mouvement sportif qui a été vraiment mis en avant. Les anciens présidents de la République aussi, parce qu'il y a eu une continuité. Je crois qu'il y aura une grande fête. Le 15, puisque nous revenons le 15 donc de Lima, et le soir, voilà, si tout se déroule bien, s'il n'y a pas d'imprévu, et nous l'espérons bien sûr, le 15 au soir, il y a une très grande fête avec sur le des parvis. Artistes. Oui, sur lesquels vous savez? Voilà, non, pas encore. Voilà, il y a encore vous le savez pas non, encore. l'affiche n'est pas encore. Non, mais vous avez un membre. Non, personne de l'affiche. Vous n'avez une. Personne, voilà. Donc, mais il y aura une affiche, il y aura une grosse affiche, et il y aura aussi donc voilà une grande fête. Je pense que c'est énorme ce qui est en train de se passer. C'est énorme. Je voudrais parler de 2 points avec vous, parce que le temps passe. On va parler du logement, c'est très important à Paris. Mais je voudrais vous parler, parce que vous avez été inspectrice du travail, la réforme de la loi travail, est-elle juste ? Sincèrement. Non, sincèrement, je ne la trouve pas juste. Je ne veux pas m'exprimer sur ce sujet. Ça fait longtemps que je ne suis plus. Ça fait longtemps que je ne suis plus une experte des relations du travail, mais j'ai été longtemps effectivement. Pourquoi n'est-elle pas juste ? Une spécialiste. Je pense qu'elle est déséquilibrée. Je pense qu'il y a trop de flexibilité, pas assez de sécurité pour les Vous êtes comme travailleurs. Martine Aubry, avec les ordonnances, on retourne 50 ans en arrière ? J'ai le sentiment qu'on retourne très très loin en arrière. D'abord la méthode. Je pense que la méthode, franchement, on pouvait. En plus, on gagne pas de temps avec des ordonnances sur un sujet comme ça, parce que derrière, modifier par décret l'essentiel du Code du travail, je souhaite bien du plaisir à ceux qui vont s'y atteler. Et puis sur le fond, moi, il y a 2 mesures notamment qui me qui m'interrogent, en tout cas qui m'inquiètent beaucoup. Une mesure qui fait qu'aujourd'hui, le licenciement économique, vous savez, quand un groupe procédait à des licenciements économiques, la situation économique était analysée à l'échelle du groupe. Ça ne sera plus le cas, c'est à l'échelle nationale française. Ça, c'est quand même très préoccupant parce que c'était une vraie conquête, parce qu'on sait qu'il y avait quand même un certain nombre d'opérations pour masquer les résultats faits ailleurs que sur notre territoire. La deuxième chose, c'est quand même cette idée des indemnités de licenciement pour licenciement abusif. C'est pas ajouter une catégorie de causes de licenciement. Vous parlez du plafonnement des dommages et intérêts au point d'homme. C'est venir aider des gens qui ne respectent pas le droit, puisqu'il licencie quelqu'un de façon abusive. Et moi, j'ai jamais vu une entreprise couler parce que elle aurait été touchée c'est une mauvaise par... loi. Vous estimez que c'est une mauvaise loi? Je pense qu'il y a peut-être des choses dedans, je l'ai pas regardé dans le détail, mais en tous les cas, elle n'est pas équilibrée. Donc c'est une mauvaise loi. Il y a trop de flexibilité et pas assez de sécurité. Moi, je suis plutôt pour des modèles de flex-sécurité. Vous allez aller manifester le 12? Non, j'irai pas manifester. Je vais pas m'exprimer de cette façon-là. Oui. Mais je comprends que... Mais vous la contestez? Je comprends que beaucoup de gens... vous la contestez? Je la conteste, en tout cas. Je vous ai dit mon opinion sur cette loi. Bon, les emplois aidés?
Combien à la mairie de Paris? Alors les emplois aidés à la mairie de Paris, c'est plus de 1500 personnes. Oui. D'ailleurs, vous savez, ces emplois aidés, nous, on a plutôt travaillé sur l'insertion, sur, y compris ne pas faire des contrats précaires à Paris, déprécariser l'emploi, par exemple dans tout le secteur du périscolaire, des rythmes éducatifs. J'ai plutôt professionnalisé les filières. Il y a quelques années, l'État, le gouvernement précédent, m'a demandé de contribuer un peu plus aux emplois aidés pour aider à l'insertion. J'ai dit oui. Environ 1500 personnes aujourd'hui qui travaillent, ce sont des vrais boulots. Ce sont des gens, pour beaucoup, par exemple, qui sont au-delà de 50 ans. Vous allez les pérenniser? J'ai des problèmes budgétaires, comme toutes les communes de France. Donc c'est quelque chose qui pose un problème énorme. Hier, j'étais dans le 18e arrondissement à la Goutte d'Or, un quartier très populaire. Je suis allée dans un point d'accès au droit. Comment marche un certain nombre de ces structures qui viennent en aide à la population, qui rendent un service, un vrai service? Elles marchent beaucoup avec des contrats aidés. Dans tout ce qui est politique de la ville, dans tout ce qui est soutien scolaire. C'est un mauvais choix que de les réduire. Voilà, c'est un choix qui est très d'abord contesté et à juste titre. Mais vous le trouvez, c'est un mauvais choix. C'est un mauvais choix qui va effectivement conduire à ce qu'il y ait plus de gens sur le marché du travail. Je comprends et je suis d'accord avec l'idée qu'il faut renforcer notre système de formation, formation permanente et de donner aussi aux chômeurs de notre pays des occasions, des possibilités de requalification. Mais pour se requalifier, il faut aussi des terrains pour exercer, pratiquer un certain nombre d'activités. Et c'était l'utilité des emplois aidés. C'était l'utilité des emplois aidés, même si parfois il y a pu y avoir des abus et qu'il faut toujours combattre les abus. Anne Hidalgo, est-il vrai que vous envisagez de taxer les résidences secondaires à Paris? C'est déjà le cas. C'est déjà le cas? C'est déjà le cas. On a déjà une taxation des résidences secondaires. La taxation? On est en train de regarder la possibilité d'augmenter parce qu'on est confronté à un problème. Vous allez augmenter la taxation? On est en train. La loi ne nous permet pas de faire plus, mais on est en train d'y travailler. En tous les cas, c'est une piste qui n'est d'ailleurs ne concerne pas que Paris, qui concerne d'autres villes du littoral, qui en ont beaucoup profité d'ailleurs, des villes touristiques. Nous sommes par exemple à Paris, une ville qui, parce que Airbnb, parce que beaucoup de résidences secondaires, est en train de priver les Parisiens d'un certain nombre de logements, qui sont des logements indispensables pour pouvoir se loger à Paris. Je pense à tous les gens qui travaillent à Paris, qui ont besoin de se loger à Paris. Rien que dans le centre de Paris, les arrondissements centraux, le 1, 2, 3, 4, vraiment le cœur de la capitale, il y a 25 000 logements qui sont vacants, soit des résidences secondaires, soit et loués non occupées, Airbnb ou et une par grande d'autres partie plateformes. d'entre eux. Alors, là aussi, je fais juste un point. Moi, je pense que c'est bien de pouvoir, par exemple, vraiment compléter ses revenus dès lors que c'est déclaré, etc., par de la location saisonnière. C'est pour ça qu'on est pour qu'il y ait des plafonds, pour qu'il y ait de la transparence. Et donc, quand ce sont des Parisiens qui ont besoin pour finir leur fin de mois, des étudiants, il y en a pas mal qui font ça. Moi, ça ne me choque pas. En revanche, ce qui est choquant aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui se sont spécialisés de façon industrielle dans la location. Mais vous limitez le nombre de nuitées. Alors, on l'a limité à 120. On est en train de regarder. Vous allez baisser le... Ce que nous demandons au gouvernement, c'est de laisser la possibilité aux villes de déterminer le nombre de nuitées. Il y a des villes ailleurs qui ont fixé, par exemple, dans le monde, qui sont beaucoup plus dures que nous, à Berlin, vous voulez ou à fixer New York. À quel niveau? Je ne sais pas encore. Il faut qu'on étudie. 60 Aujourd'hui, la moyenne des locations, elle tourne autour, effectivement, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, 66. mais 66 nuitées. Alors, faut regarder. C'est bien 66 nuitées limitées. 90, peut-être, on verra. 90. 90, 60, je n'en sais rien, ça s'étudie, mais surtout, ça vise à combattre une chose, je le redis, pas les Parisiens qui en toute bonne foi ont besoin de faire ça, mais vraiment cette exploitation industrielle qui vient aussi combattre et concurrencer les hôtels d'une façon absolument anormale. Deux questions. La première, là je me fais l'interprète des forains qui ne cessent de m'appeler pour me dire que vous supprimez les rendez-vous, la Bastille, le marché de Noël, ça disparaît?
D'abord, parce qu'il faut de la qualité, parce qu'il faut plus de qualité. Je pense ça manque de qualité. On a tenté, on a essayé. Il y a des problèmes aussi de nature de responsabilité pénale. Je dois regarder ces choses-là de façon, par exemple, sur la sécurité des personnes. Je pense aux fêtes foraines. Je veux regarder ça de façon très précise. Aujourd'hui, la réglementation, non, qu'il y ait de la fête foraine à Paris, moi j'ai toujours été favorable. Mais les conditions juridiques de l'occupation du domaine public ont changé d'ailleurs, jusqu'à une ordonnance récente du gouvernement qui considère que le droit a changé en la matière et on ne peut pas partir de façon un peu comme ça aventurière. Alors, et donc je veux remettre un peu d'ordre et de la qualité. Bien, Anne Hidalgo, j'ai un tweet pour terminer. Est-ce que vous êtes venu en métro, RMC? Je suis venue en voiture électrique. Je roule avec une voiture électrique. Mais alors moi, je suis vraiment, je dirais, dans ce qu'on appelle l'intermodalité. Je prends le métro dès que je peux pour me déplacer. Je prends maintenant aussi le vélo électrique et c'est très agréable. Et je me déplace aussi à pied. Donc voilà. Mais en général, voiture électrique. Merci Anne Hidalgo d'être venue nous voir, 8h57. Merci à vous.